Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, installé dans la ville de Montauban, le musée Ingres-Bourdelle présente une riche collection d'art et d'archéologie. Avec le chef Victor Mercier, pas la peine d'aller très loin pour voyager, un tour de l'assiette sous le signe de la gourmandise. Entre audace et décontraction, la maison Blue Marble assume un streetwear coloré et désinvolte dans un mode. C'est sur les murs et les plafonds que la peintre en décor Lucrèce Grappin appose ses touches de couleur. Découverte dans le geste. Mais juste avant de retrouver le chef Victor Mercier, tout de suite point de vue. Si le cri d'Edvard Munch est un incontournable de l'art pictural, connaissez-vous vraiment tout de lui? Enfin plutôt deux, car il existe en réalité 5 versions du tableau, 3 peintures, un pastel et une lithographie. Par ailleurs, selon le journal intime de l'auteur, il semblerait que le personnage représenté ne crie pas, mais qu'il soit plutôt surpris ou choqué. On peut y lire « Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature ». Le cri viendrait donc de l'environnement lui-même, bien mystérieux. Les éditions Seuil vous emmènent à la découverte de la culture nippone avec l'ouvrage intitulé « Haïku en voyage ». Il met à l'honneur 60 de ses courts poèmes japonais ayant tous pour thème le voyage. On s'égare au fil des pages à la manière d'un pèlerinage contemplatif. Ici, le lecteur se laisse bercer par les mots et envoûté par les estampes. Et pour le plaisir, on vous en lit un. « Le vent me transperce, résigné à y laisser mes os, je pars en voyage ». Ce drôle de cube orange, c'est la radio Cubo, née en 1964 de l'imagination de Marco Zanuzzo et Richard Sapper. Éditée par la maison italienne Brion Vega, elle rencontre un franc succès. À la manière d'un coquillage de plastique, il s'ouvre en deux pour laisser apparaître à la fois la grille du haut-parleur et les cadrans de réglage de fréquences radiophoniques. Connue sous sa version orange avec antenne télescopique, elle ne manqua pas d'être déclinée dans d'autres coloris. De quoi voir et entendre la vie en couleur. C'est dans un ancien palais épiscopal que le musée Ingres-Bourdelle expose de nombreuses pièces d'art et d'archéologie, un voyage dans le temps. Notre chance, c'est que la ville de Montauban a vu naître un certain nombre de personnalités, dont 2 grands artistes, à la fois Ingres, qui est né à Montauban et dont on peut découvrir le fond d'atelier, et puis bien sûr un autre artiste qui naît en 1861, quelques années avant la mort d'Ingres, qui est mort lui en 1867, qui est le sculpteur Antoine Bourdelle, qui occupe un niveau entier, le premier sous-sol, où on peut voir donc se déployer toute sa carrière à travers différentes sculptures. Le musée Ingres-Bourdelle de Montauban n'a pas toujours été un musée. Il fut d'abord une place forte médiévale qui assurait la défense de la ville, puis au fil des siècles et après les guerres de religion, est finalement arrivé aux mains de l'Église. Comme une espèce de revanche du pouvoir catholique sur les réformés qui avaient occupé la ville, l'évêque a pu construire son évêché, son palais épiscopal, et qui est en fait la bâtisse que l'on voit en gros du rez-de-chaussée jusqu'au sommet. Après encore quelques passages de main en main, c'est en 1867 que le bâtiment devient le musée Ingres pour y accueillir tout le fonds d'atelier que l'artiste Jean-Auguste Dominique Ingres a légué à la ville à sa mort. Nous avons un fonds d'atelier. Ce que nous montrons, c'est ce qui restait chez l'artiste au moment de sa mort. Donc des tableaux qu'il n'avait pas vendus, des tableaux pas terminés, des dessins préparatoires, des objets de sa collection personnelle, des gravures qui lui servaient d'inspiration. Et c'est ce qui nous donne une couleur particulière. On est vraiment un musée où on peut découvrir Ingres, mais Ingres dans son intimité ou dans son travail de création. Et parmi cette collection, de nombreuses esquisses peintes qui mettent en lumière tout le travail préparatoire de l'artiste. Il avait besoin d'énormément réfléchir aux attitudes et aux compositions qu'il allait porter sur la toile.
Ici, donc, c'est une étude préparatoire magnifique pour un grand tableau qui se trouve à Autun, qui représente le martyre de Saint-Symphorien. Et là, donc, on a une étude peinte pour quelques-uns des personnages de cette scène de martyr qui représente en fait une foule, le saint au milieu d'une foule. Et certains d'entre eux qui sont étudiés plus précisément, aussi bien pour leur toge, c'est le cas du personnage central, que pour, on le sent bien aussi, leur attitude, le jeu des jambes, la représentation de la musculature. Ingres peintre, Ingres collectionneur et Ingres maître sont autant de personnalités de l'artiste qu'on peut découvrir à travers ce parcours. Puis on accède à la deuxième star du musée, le sculpteur Antoine Bourdelle, dont la renommée n'est pas à la hauteur de son œuvre. Et il est justement un des maillons essentiels pour comprendre le passage de Rodin à Giacometti. Et Rodin a été son professeur et Giacometti son élève. Entre les deux, il y a Bourdelle, qui est mort en 1929 comme le plus grand sculpteur français. Il avait des expositions dans le monde entier. Et puis, il meurt en 1929. Finalement, 10 ans après, éclate une guerre effroyable. Et au sortir de la guerre, les critiques, les collectionneurs s'intéressent à une autre sculpture. Entre-temps est arrivé le cubisme, la sculpture abstraite. Et il est relégué, oublié du passage entre le 19e et le 20e. On y découvre des œuvres aux formats divers, mais souvent monumentales, comme cet Héraclès archer. Qui est l'œuvre qui va lui assurer la reconnaissance internationale. Elle choque beaucoup d'abord parce que effectivement tout le monde remarque cette pose que certains trouvent outrancière. C'est vrai qu'elle est assez difficile à tenir dans la réalité. Le modèle a d'ailleurs eu besoin d'une espèce de manche à balai pour pouvoir tenir la pose et il s'est beaucoup plaint de cette pose très inconfortable, voire même douloureuse. Un musée qui met en lumière deux artistes à la pratique et aux médiums bien différents, mais qui, tous les deux, font la fierté de la ville de Montauban qui leur rend hommage. Dans son restaurant parisien, Victor Mercier met en avant les produits de l'Hexagone pour des assiettes engagées aux saveurs surprenantes. Mis à part quelques fermentations, moi je pars du fait que le cuisinier doit s'adapter à la nature. Donc à partir du moment où, comme on dit, le jardin change, il faut que les plats changent, que le cuisinier s'adapte. Je ne vais pas cuisiner de la même façon en hiver qu'en été. C'est à travers des voyages et des rencontres autour du monde que Victor Mercier enrichit son goût pour la cuisine. Après avoir été finaliste de l'émission Top Chef, il ouvre en 2019 son restaurant Fief, un acronyme pour « Fait ici en France ». La direction qu'on a, elle est simple. Produits français, fondation de techniques culinaires françaises et idées d'ailleurs. Avec cette direction simple, le restaurant a décroché une étoile Michelin au printemps 2022. La qualité de ses produits, uniquement français, est un point d'honneur de la cuisine de Victor. C'est pourquoi, pour ses fruits et légumes, le chef travaille avec un seul producteur et le maraîcher lui propose des variétés bien spéciales en fonction des besoins du chef. Donc ça, c'est de la celtus, donc qu'on appelle aussi laitue asperge. Et là, finalement, en fait, c'est l'une des rares salades où il y a plus de cœur que de feuilles. Donc, en fait, ce qu'on mange vraiment, parce que les feuilles sont pas très bonnes, elles sont très amères, ce qu'on mange vraiment, c'est ça une fois épluché. C'est très très joli parce que c'est vraiment c'est translucide, il y a une jolie texture, c'est super. Le choix et la qualité ne s'arrêtent pas aux fruits et légumes, c'est aussi très important dans les produits d'origine animale qu'il propose. On est sur un poisson de pêche artisanale en pleine saison, parce qu'il y a vraiment une saisonnalité aussi pour ce type d'ingrédients. Je pense aussi qu'il est important de valoriser la pêche française et dans ces conditions-là, ce type de pêche-là surtout. C'est ça qui est important. La bonite, moi je trouve que c'est une texture surtout qui est magnifique. Je trouve ça dommage de trop la cuire, ou de même à l'unilatéral comme c'est souvent le cas. Je trouve ça dommage. Je trouve que cru c'est meilleur. Finement découpé, ce poisson sera servi le soir même au comptoir. Dans son restaurant, Victor sert deux espaces. Un service en salle pour une quarantaine de personnes et un au comptoir où son sous-chef Paul officie ce jour-là. Je m'amuse toujours beaucoup plus au comptoir. Donc, parce que là, on fait ce qu'on veut en fait.
Et on peut changer, comme c'est que 8 personnes, on peut changer un plat tous les jours si on souhaite. Et comme il y a 10 plats, si ce plat-là, il est un tout petit peu en dessous, il change le lendemain. Et s'il est au-dessus, eh ben on le garde et on avance très vite. Tandis que c'est vrai que pour la salle, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on a une offre omnivore, une offre végane, c'est des volumes qui sont plus gros et les changements ne peuvent pas se faire comme ça sur le fil. Lorsque la journée de préparation se termine, c'est l'heure du service et donc du dressage sur lequel Victor veille particulièrement. Moi j'aime bien que ce soit assez épuré, précis et parfois cacher un peu les choses. Pas hésiter j'ai pas peur de cacher des choses pour susciter un tout petit peu de curiosité. Comme dans cette entrée végétale où il est difficile au premier abord de distinguer ce qu'il se cache dessous. C'est quelque chose qu'on aime bien faire, donc idée un peu du monde de cuisine française. Donc là c'est juste un artichaut qui a été laqué d'une sauce arro blanco aux amandes amères d'Aix-en-Provence. Quelques herbes, ail noir, donc fermentation d'ail qui vient du Japon qu'on fait ici. Et juste quelques haricots mange-tout pour aller chercher un tout petit peu de texture. N'utilisant que des produits faits en France, Victor doit par exemple se passer de vanille. Il la remplace dans ses desserts par de la reine des prés, une plante herbacée présente dans nos forêts françaises. Si Victor se limite au terroir français, sa créativité, elle, ne s'arrête pas là. Bonjour Victor. Bonjour. Victor, lors d'un déjeuner à la Grande Cascade, vous est venu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce déjeuner à la Grande Cascade? J'étais en 3e, je célébrais mon brevet, donc il faut le voir en fait à travers les yeux d'un gosse quoi, hein, qui découvre cet univers. Et je commençais déjà à être un peu passionné de gastronomie et puis effectivement cet établissement emblématique, très luxueux, les dorures au plafond, les serveurs en queue de pie, il se passe quelque chose, il y a une atmosphère. J'ai toujours aimé bien manger, mais là j'ai découvert aussi la dimension peut-être artistique de la gastronomie, quoi. Vous avez en 2016 fait le tour du monde à la rencontre des acteurs de l'agriculture biologique qui a donné naissance à un documentaire ensuite avec votre meilleur copain. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette aventure? Je visualise toujours la vie un peu comme une succession de portes. Et à chaque fois, il y a une clé et on ouvre cette porte. Ce tour du monde, bon, c'était un rêve de gamin. On en a fait un film. Donc on l'a rendu un peu utile, mais ça m'a ouvert les portes d'une émission de télévision qui m'a par la suite ouvert les portes pour ouvrir cet établissement. Donc en fait, à partir de ce tour du monde, il y a une succession de portes qui se sont ouvertes et donc du coup, voilà, sans ce tour du monde, il n'y aurait pas eu ici. Donc c'est tout de suite, si j'ai bien compris, tout de suite après avoir été finaliste dans Top Chef, vous avez ouvert ce restaurant qui correspond beaucoup à votre engagement. Je pense qu'il faut qu'un restaurant soit à l'image du propriétaire. Donc moi je me suis un peu posé avec moi-même en me disant bon bah t'es engagé, t'as envie d'ouvrir un restaurant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que très tôt, quand j'ai commencé la cuisine, je me suis toujours demandé mais pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on importe? Est-ce qu'il n'y a pas en fait dans le pays de la gastronomie une possibilité de ne plus rien importer et de travailler au maximum ses produits? Alors je ne suis pas le premier à le faire, hein. Il y a notamment eu Florent Ladenne qui le fait très très bien dans son terroir. Après, la seule nuance, c'est qu'à Paris, il n'y a pas vraiment de terroir. Il y en a un petit, mais c'est pas suffisant. Donc, je me suis limité à l'Hexagone. En vous limitant à l'Hexagone, vous avez dû faire un tour d'horizon de tout ce qui existe. Est-ce que vous étiez étonné de savoir qu'il y a tant de choses qui existent? Mais c'est que le début, je pense. Parce que effectivement, il y a le réchauffement climatique qui arrive, qui est là et qui va continuer à se ressentir. Et donc, du coup, j'ai presque envie de dire malheureusement, on va pouvoir produire de nouvelles choses. Là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est en train de lancer un crowdfunding pour lancer une production de café et de chocolat en France.
Maintenant, c'est même plus étonnant de retrouver des fruits de la passion dans le sud. Même les agrumes, maintenant, c'est devenu... la France est devenue forte. S'il y avait un plat un peu emblématique de votre concept, du fief, ce serait lequel? Alors, en ce moment, on fait un... Ça, c'est vraiment au moment de la saison de la tomate. J'avais découvert l'année dernière le mochi glacé, je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à réfléchir en me disant j'aimerais bien essayer de faire un mochi glacé à la tomate. Et on est venu, en fait, plutôt que d'utiliser de la farine de riz gluante, qui, elle, est importée parce que ça, on n'arrive pas à le produire en France, on s'est rendu compte que la sèche crue avait cette texture collante, un peu gluante. Et finalement, en fait, on fait un très fin voile de sèche et on recouvre un sorbet de tomate. Et on arrive à avoir cette texture qui est semblable au mochi. Donc ce serait le mochi de tomate et sèche. Donc du coup, votre cuisine fait bel et bien voyager. En tout cas, comme j'ai voyagé, les inspirations, elles sont multiples. En tout cas, dans la cuisine, effectivement, si vous regardez la carte, c'est pas franco-français. C'est pas un restaurant de terroir. Il y avait une phrase de Pascal Barbeau qui disait « Mon terroir, c'est ailleurs ». Moi, c'est à peu près pareil, mais mon terroir, c'est localement d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Victor. Avec son streetwear coloré, ses coupes amples et ses matières tactiles, Blue Marble est devenue l'une des favorites de la scène parisienne. Qu'est-ce qui définit une marque cool? Est-ce la façon dont les vêtements tombent, l'agencement des couleurs et des matières, ou tout simplement l'attitude de ceux et celles qui la portent? Chez Blue Marble, c'est un peu de tout ça, dans un savant mélange d'audace et de décontraction. Avec son streetwear coloré, ses coupes amples et ses matières tactiles, la marque opère un certain magnétisme sur la scène parisienne. Chargée d'une aura solaire, elle respire la sympathie, la fête et la désinvolture. Aux manettes, le créateur Anthony Alvarez, qui pour l'hiver 2023 s'est penché sur la célébration de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans et sur le carnaval de Venise. Né à New York et d'origine philippine, espagnole, italienne et française, le créateur s'y connaît en multiculturalisme et n'hésite pas à explorer toutes les facettes de son identité plurielle. Le résultat, des masques tissés sur des pulls, des pièces fourrées de toutes les couleurs et des imprimés par dizaines. Le défilé incarne l'euphorie du carnaval, ces silhouettes masquées et mystérieuses qui mêlent les références et les cultures. Ici, on croise une veste de jockey portée avec un pantalon de plage, des jeans baggy ornés de fleurs géantes et des serpents qui courent sur des écharpes. Dans sa vision de Mardi Gras, le vêtement de travail typiquement américain se mêle à la flamboyance du tailoring à l'italienne et l'uniforme western se porte avec du léopard. Dandy et surfeurs marchent main dans la main, chacun piochant dans le vestiaire de l'autre, de quoi égayer un peu plus sa vision de la mode. Plus qu'une idée de communion, la collection montre à quel point le vêtement peut soutenir toute une identité. Il s'en dégage une forme de candeur qui vient contrer l'uniformisation des styles. Le vestiaire Blue Marble respire l'adolescence, l'expérimentation, les pièces qu'on pioche dans les archives de ses parents, dans les tenues de scène de ses idoles ou chez ses sportifs préférés. Une fois mélangé, il en émane un discours presque altruiste qui invite à l'audace, à l'appropriation, à la célébration de styles uniques qu'on se construit avec fierté. Alors qu'on associe souvent la notion de cool à des figures populaires et consensuelles vers lesquelles les regards se tournent avec une pointe de jalousie,
Anthony Alvarez démontre que la réalité s'inscrit à l'exact opposé. Sous ses airs de carnaval, sa collection invite à tomber les masques une bonne fois pour toutes et nous dit qu'être cool, c'est surtout embrasser ce que l'on est. Fresques au mur, ornements de mobilier, Lucrèce Grappin est peintre en décor. C'est grâce à ses pinceaux et ses gestes tout en poésie qu'elle réveille les intérieurs. Ce qui m'a attirée tout de suite dans le décor et tout ce qui est le décor à fresque, le décor mural, c'est qu'on s'affranchit du cadre. On a une sorte de liberté comme ça qui se crée, voilà, une petite adrénaline comme ça, et d'un coup on est en dehors du temps et on investit un lieu. Attentive à la lumière et au mouvement qu'elle donne à ses décors, Lucrèce Grappin dessine sur les murs et les meubles qu'on lui confie. Un travail de peinture hors cadre qui prend d'abord forme dans son atelier sur un bout de papier. J'aime bien ces esquisses-là parce qu'elles sont assez libres. Quelques coups de crayon permettent déjà de poser un peu les volumes, l'espace. Des premiers traits dont les contours et les couleurs se précisent à l'étape de la maquette, comme pour ce buffet en bois au décor onirique de potager, dont Lucrèce anticipe déjà les jeux d'ombre et de relief. Déjà, quand je commence à appliquer l'aquarelle, je donne un premier mouvement qui me donne aussi le sens du fil du bois. Parce que quand on va se mettre à la peinture sur le bois, on va avoir le sens du veinage dont on doit prendre en compte. Bois, grès, pierre, Lucrèce orne de ses dessins tout type de support dont elle travaille au préalable la matière, comme ici dans la cuisine de son atelier que l'artiste a décidé de sublimer d'une fresque. Un peu de chaux, de sable, un soupçon de pigment naturel et ce petit espace confiné s'illumine déjà. Ici, ça va apporter un peu de lumière parce que c'est une pièce qui est en second jour. Et aussi, ça permettra de plus facilement travailler derrière, vu que j'ai envie de travailler de la peinture. J'arriverai plus facilement à jouer les valeurs dans mes couleurs. Ce qui est intéressant après quand on travaille avec ces outils, c'est qu'on peut repasser dessus tant que c'est encore frais. Et puis on a tout d'un coup un petit relief qui se crée, une petite matière, et c'est ça que je recherche et qui m'intéresse ici. C'est créer un petit peu une matière un peu vivante, qui vibre un petit peu. Une fois ravivés, ces murs peuvent accueillir le décor que Lucrèce a imaginé. Un décor végétal pensé à partir de ce plan de travail en marbre. De temps en temps, c'est notre décor qui va être le point de départ pour la décoration et ce qui va régner autour. Mais de temps en temps, il faut qu'on s'adapte à un décor existant. Donc ici, on a le sol, les racines, et puis derrière, remonter, recouvrir entièrement et travailler avec la nature, les végétaux qui vont se mélanger. Place donc à la peinture et au frisson du trait libre et instinctif. C'est un petit peu d'adrénaline, hein, on n'a pas envie de se tromper. Et on ne peut plus retourner en arrière. Mais bon, il faut juste y aller et laisser son geste travailler et nous guider. Ben voilà, là, je le laisse complètement me guider. Après, je fais en sorte de ne pas écraser la couleur. Comme ça, après, quand on l'applique, on a plusieurs couleurs qui se mélangent. Je trouve que c'est joli. Pinceau et gouache en main, Lucrèce recouvre de son imagination murs et plafonds, mais aussi de plus petits éléments de décoration, comme cette applique murale au contour cette fois-ci bien défini. Comme quand on était enfant, on décalque et on reporte, tout simplement. C'est toujours une partie plaisante, et donc même si je fais des choses plus petites et une autre échelle, c'est agréable aussi de changer de support, et d'un coup on va revenir sur quelque chose de plus précis, de plus dessiné. Ici je me suis inspirée de cruches du 19e siècle, mais qui étaient peintes avec ce bleu cobalt.
Là, pareil, le geste doit être rapide et précis. Du papier au pinceau, les décors de Lucrèce prennent ainsi vie tout en finesse. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!